Alors, bienvenue du coup pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir comment rédiger une expérience efficace. C'est un peu la promesse, alors c'est un peu, j'espère que je vais la tenir, notamment grâce au storytelling. Voilà, donc moi je suis Jérémy Potier, je travaille chez Douyubuzz depuis 13 ans et j'occupe entre autres le rôle de rédacteur. Voilà, j'imagine que vous connaissez Douyubuzz parce que la plupart d'entre vous sont inscrits à cet atelier via Douyubuzz. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil en ligne qui a pour but de simplifier au maximum la création de CV. Voilà, donc l'idée c'est de saisir le contenu et après de pouvoir jouer sur la mise en page de manière et le style graphique le plus facilement possible. Tout ça évidemment en reprenant les codes du CV. On est une équipe de 7 personnes. Voilà, il y a des développeurs, des designers et moi mon rôle là-dedans c'est d'aider les personnes en recherche d'emploi dans leur démarche, donc à la fois sur le CV, aussi sur la lettre de motivation, sur leur stratégie de recherche d'emploi. Et pour faire ça, du coup, je me documente beaucoup. Je lis des études, des articles sur le CV, sur la psychologie, la sociologie. Il y a plein d'études qui sont faites dans le domaine du recrutement, notamment pour étudier ce qui est efficace ou non. En France, on a des organismes qui étudient l'efficacité de certaines mesures, comment les entreprises recrutent, est-ce qu'elles recrutent sur les CV Tech, est-ce qu'elles recrutent en candidature spontanée, etc. Enfin, il y a plein de données. Voilà, donc moi je me nourris de tout ça et puis après j'essaie de restituer l'ensemble, soit lors d'ateliers comme celui-ci, soit sur le blog de Douyubuzz. Voilà, et donc me voilà aujourd'hui pour parler de la rédaction de CV, notamment de la rédaction des expériences. Et je me disais que ce serait intéressant de reprendre les codes du storytelling pour aborder le sujet. Donc, ce que je vais faire là, je pense qu'on va faire une présentation qui va durer entre, allez, je pense 40-45 minutes. On va voir, c'est la première fois que je la fais, donc vous me direz. Enfin, j'espère qu'on sera dans les temps. Et puis après, on va essayer de faire un petit exercice appliqué sur une de vos expériences. Donc voilà, vous allez travailler, vous aurez 10-15 minutes pour essayer de faire un petit travail de rédaction sur une expérience, voire même une mission d'une expérience, histoire d'être encore plus précis. Alors là, je reprends une analyse du storytelling dans le monde du recrutement et notamment du CV qui a été proposée en 2009 par 3 chercheurs dans un article qu'ils ont intitulé « Est-il dans l'intérêt d'un CV de faire des histoires ?» Donc c'est une étude qui fait 20 ou 30 pages, je crois, où les chercheurs ils analysent les grands codes du récit. Et alors, c'est quoi un récit en fait? Comment on raconte une histoire? Il y a des passages un petit peu qu'on retrouve un peu partout dans tous les récits. Et ils essayent de voir ce que ça veut dire dans un CV. Et ils essayent de voir, ils constituent différents CV qui reprennent plus ou moins ces critères du storytelling. Et après, donc ils ont un panel, je sais plus, ils ont 7 ou 8 CV. Et après, ils font des simulations de recrutement avec des recruteurs pour essayer de voir, bah, tiens, quel CV marche bien, quel CV marche moins bien, quoi. Est-ce que ceux qui ont du storytelling marchent mieux que d'autres? C'est ça la question principale. Et au final, il s'avère que oui, tous les CV qui ont le plus fort taux d'entre guillemets de storytelling sont aussi ceux qui ont le plus fort succès auprès des recruteurs. Euh, voilà. Alors c'est intéressant. Ça ne veut pas dire, c'est pas une vérité. Même les chercheurs de l'étude ils disent attention, c'est qu'une étude sur un périmètre assez restreint et tout, donc on ne va pas non plus s'emballer. Mais c'est quand même intéressant. Ils ont 5 CV à essayer. Sur les 5, il y en a 4 qui ressortent à chaque fois dans les premiers. Et en fait, c'est pas si étonnant que ça qu'un CV qui est rédigé en utilisant les codes du récit fonctionne bien. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on va voir en fait, parce que c'est une forme de communication qui est très efficace, quoi. Alors, voilà, vous allez voir ce que je vais dire, ça va peut-être vous sembler parfois un peu en décalage par rapport à l'univers du CV. Vous allez peut-être avoir l'impression que ça colle pas vraiment à votre parcours ou je sais pas quoi. Si c'est votre cas, si vous avez ce sentiment, il faut aussi comprendre qu'il y a plein de manières de parler. Enfin, vous avez un parcours, mais il y a plein de manières d'en parler. Par exemple, je vais utiliser le terme de héros, des fois, le héros. Et le héros, c'est vous en tant que candidat. Donc là, c'est facile de se dire, bah, c'est facile de se dire, moi, je suis pas un héros, je suis juste quelqu'un qui fait son travail au quotidien. Mais au moment de réfléchir au storytelling de sa propre histoire, ça peut être voilà, bon de changer un petit peu, de se mettre à la place du scénariste. Et en fait, un bon scénariste, il est capable de faire de quasiment n'importe qui un héros. Voilà, on est tous des gens, on a tous des aspirations, on a des envies. Voilà, on veut faire des choses et le scénariste va utiliser ces choses-là pour raconter l'histoire. Donc là, après, il faut avoir un peu de matériaux pour le faire, mais généralement, on a quand même tous des histoires.
à raconter. Donc, j'espère que là, vous allez pouvoir utiliser ce que je vais vous dire dans ce sens-là. Puis vous me direz de toute manière ce que vous en pensez. Alors, les objectifs de la séance. Alors, le premier objectif, c'est comprendre les grands principes du storytelling. Et puis faire un panorama de l'utilisation des codes du récit dans un CV. Donc là, c'est là où je reprends un petit peu ce que les chercheurs dans l'étude proposaient pour transposer les codes du récit dans un CV. Et vous allez comprendre assez rapidement comment valoriser les compétences grâce au storytelling. Ça, c'est une question qui revient souvent. Comment je parle de comment les compétences et notamment comment je les valorise dans un CV. Et cette question, elle revient parce que la manière qu'on a de parler de ses compétences, c'est de les lister, de dire, bah, tiens, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Et en fait, on se rend bien compte qu'en faisant ça, c'est pas très convaincant. Ça manque un peu de relief, quoi. Et bah, justement, on va les mettre en scène, ces compétences, dans les histoires. Et puis le dernier élément, bah, c'est le petit exercice qu'on va faire. On va essayer de rédiger une expérience en reprenant ces codes. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont assisté à un atelier il y a 2 semaines où on parlait de l'analyse du besoin des entreprises. Et pour ça, dans cet atelier, je parlais des phases psychologiques d'achat. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, quand on est en train d'acheter un produit, donc là, je parle pour du bien de consommation, hein, notamment un produit qui est un peu cher, on a tendance à passer par 3 phases psychologiques. Et la première phase, c'est l'évaluation du besoin. C'est est-ce que le produit que je veux acheter correspond à mon besoin? Et la deuxième phase, c'est l'étude des preuves. Bon, alors, est-ce que tout ce qu'ils sont en train de me raconter, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'y crois? Et quand on applique ces principes-là dans le monde du recrutement, dans le cadre du recrutement d'une personne, l'évaluation du besoin, c'est à vous de comprendre ce que fait l'entreprise et de construire votre CV en mettant des éléments qui répondent à ces besoins. Donc ça, c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Et là, aujourd'hui, on est plus sur la partie est-ce que les preuves que j'apporte dans le CV sont convaincantes pour le recruteur? C'est-à-dire que normalement, vous avez déjà construit un squelette de CV avec vous savez de quoi parler pour que ça fasse écho chez le recruteur à ses besoins. Et je crois qu'on a un atelier, je refais cet atelier dans 15 jours, je crois. J'en reparlerai à la fin des dates des prochains ateliers si vous n'avez pas fait le premier. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, on est vraiment dans la phase 2, rédiger un CV de manière convaincante pour que l'autre, entre guillemets, il accroche, quoi. Alors, est-ce que, tac, voilà, j'y suis. Je ne peux pas passer à la prochaine diapositive. Voilà. Alors, qu'est-ce que le storytelling? Donc, le storytelling, là, c'est la forme de communication qu'on va utiliser aujourd'hui sur notre CV. C'est l'art d'utiliser le storytelling, c'est utiliser l'art de raconter des histoires pour transmettre un message. Voilà, on a quelque chose à dire et on va utiliser une certaine manière de parler, enfin de raconter cette chose-là. Et en fait, le storytelling, on a tous été nourris aux histoires. On en est baigné au quotidien, voilà, de la fiction, même. Et en fait, c'est une manière hyper ancrée chez nous, les humains en général, de comprendre ce qui se passe autour de nous et de comprendre le monde, en fait. Donc aujourd'hui, les marques et le monde politique utilisent cette forme de communication quasiment au quotidien. Et d'ailleurs, c'est parfois un peu agaçant parce qu'on a l'impression que tous les récits se ressemblent, enfin, tout ce qu'on nous vend, ça prend un peu la même forme. Voilà, il y a l'ado qui est pas très bien dans sa peau, mais quand il va chez McDo, ça y est, il est dans sa famille, etc. Donc là, on arrive sur des niveaux de storytelling qui sont un peu déconnectés de la réalité. Donc c'est un peu comme voilà, toute méthode de communication ou comme tout outil, on peut en avoir un usage un peu bon ou un peu mauvais. On peut être trompeur ou au contraire. Et là, c'est plutôt ce qu'on va essayer de faire. On peut essayer d'utiliser ces techniques-là pour embarquer son audience dans ce qu'on a à dire et faciliter la compréhension de son parcours, enfin leur faciliter la compréhension de notre parcours. Moi, j'ai des choses à raconter en tant que candidat. J'aimerais bien que l'autre comprenne certains éléments de mon parcours, comprenne mes compétences, mes qualités. Voilà, là, c'est un moyen pour qu'il les intègre pleinement. Voilà, dans le cadre d'une candidature, c'est voilà, on doit donner ses points forts, ses points faibles, on doit dire ce qu'on a fait, on doit dire ce qu'on veut faire. Et en fait, tout ça, c'est des éléments des histoires, quoi. Alors, parmi les éléments des histoires, on va rentrer dans le vif du sujet. J'en ai retiré 4 que je prenais dans l'étude. Ils en proposaient plus, mais j'ai un peu synthétisé pour que ce soit un peu plus bref. Évidemment, le premier élément de l'histoire, c'est le héros. Voilà, le personnage principal. Et pour qu'un héros puisse exister, on a souvent besoin d'autres éléments de compréhension du héros. Voilà, ça nous aide à bien le comprendre.
à voir qui il est, et aussi à comprendre comment il réagit dans certaines situations. On sait qu'il y a certains héros dans certaines situations, ils vont partir en courant, enfin des héros, des personnages principaux. Voilà, imaginez Woody Allen voilà, dans une grotte où il doit essayer de récupérer un trésor, et ben il va flipper, il va se barrer en courant. Imaginez le même héros, Indiana Jones dans la même situation, il va pas du tout se comporter de la même manière. Voilà, parce qu'on le connaît en fait, on sait comment il fonctionne. Et donc pour comprendre un peu comment un héros fonctionne, il y a ce qu'on appelle les épreuves initiatiques. Et les épreuves initiatiques, c'est tout ce qui c'est toutes les difficultés en fait que rencontre le héros au cours de l'histoire. Alors initiatique, ça veut dire que c'est un peu ce qui le permet de devenir un héros. Donc dans le monde du récit, on appelle ça des conflits. Et en gros, le héros, il se bat alors, contre plein de choses. Il se bat contre son environnement, contre d'autres personnages, parfois contre lui-même, pour arriver à son but. Et en fait, il se construit au fur et à mesure des épreuves. Et il se renforce comme ça. Donc au début, ça arrive très souvent dans les films, dans les bouquins. Le héros, il est face à une petite difficulté et puis il a du mal. Et on sent que c'est quelque chose qui est très dur pour lui. Et puis, il sera confronté à une difficulté du même type, mais 10 fois plus impactante dans la scène finale, généralement. Et là, il va réussir à surmonter la difficulté qu'il avait à l'origine. Un blocage psychologique ou je ne sais pas quoi. Et c'est comme ça qu'on comprend en fait le contexte du héros. Donc là, en fait, dans un CV, on va essayer de comprendre comment ça s'applique dans le CV, ça, comment différentes épreuves au cours de votre parcours, donc que ce soit en formation, que ce soit dans les expériences pro ou même avant, hein, il peut y avoir des fois on peut intégrer des éléments avant le parcours pro, comment ces différentes épreuves vous ont permis d'acquérir des compétences ou des qualités. Voilà, quand on raconte une histoire et qu'on a réussi à surmonter la difficulté, et ben voilà, c'est un peu comme si ça y est, on a acquis, on a une preuve qu'on a réussi à surmonter cette difficulté et donc on a cette compétence, cette qualité. Donc on va montrer des indices qui permettent de montrer voilà, pourquoi vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Donc ça peut être l'entrée dans un secteur d'activité, dans une profession, des situations critiques d'un métier, situations critiques d'un secteur ou une expérience en particulier où il y a eu une histoire particulièrement saisissante. Il y a quelques temps, je parlais à un responsable d'hôtel qui avait eu la charge d'un hôtel en Indonésie alors qu'il y avait eu des attentats là-bas. Et évidemment, il avait dû, lui, gérer cette crise en tant que patron d'hôtel. Donc parce qu'il y avait des salariés qui étaient bloqués dans le truc, il y avait peut-être des problèmes, il y a eu des afflux de visiteurs, enfin un bordel pas possible. Et en fait, en racontant cette histoire-là, on voyait plein de qualités qui ressortaient de ce responsable d'hôtel. Donc c'était quelqu'un de très humain, mais aussi très énergique, qui allait au-devant des difficultés, qui gardait la tête froide en toute situation, etc. Et ben voilà, là il avait une histoire parfaite à raconter qui illustrait tout, en tout cas une bonne partie. Et en fait, il n'en avait pas parlé dans son CV. C'est en discutant avec lui un moment, mais alors attends, Indonésie, machin, tac, tac. Et là, il commence à raconter ce truc-là. Et ah bah oui, là, on a une super histoire à raconter, enfin une super histoire, pour démontrer des qualités. Donc sans être aussi dramatique, hein, je pense que vous n'avez pas tous vécu des situations similaires, et j'espère bien d'ailleurs. Il y a toujours des moments de crise qui peuvent être utilisés pour montrer des choses. Donc c'est ça un peu les épreuves initiatiques, c'est un moment où se cristallise quelque chose et on peut montrer toutes ses qualités, ses compétences. Un autre exemple un peu moins dramatique, je voyais, c'était une responsable RH qui avait eu une grosse panne informatique sur le logiciel de paye le jour où elle devait faire la paye. Et donc, voilà, il fallait que la paye parte le lendemain ou je sais pas quoi, et panique à bord. D'habitude, ça roulait tout seul. Et qu'est-ce qu'elle a fait, du coup, pour résoudre ce problème? Voilà, donc elle a fait plein de trucs. Je ne vais pas vous le dire. Il faudra le voir en entretien pour ça. Mais le soir à minuit, tout était fait. Tout était résolu, la paye était envoyée, etc. Donc voilà, l'épreuve initiatique, ça c'est un des trucs les plus importants, enfin, à mon sens. Dans les autres éléments qu'on a, on a aussi le décor. Alors le décor dominant. Donc à chaque fois qu'on voit un héros, il évolue dans un contexte, dans un environnement, et on est tous un peu le fruit de notre environnement. Donc pour nous comprendre, nous en tant que héros, c'est bien de comprendre d'où on vient. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce décor dominant, c'est que ça rassure la personne qui va vous lire, qui va lire votre CV. Parce que si vous évoluez dans un univers qu'il connaît ou au moins qu'il comprend, et ben en fait, ça veut dire qu'il vous connaît un peu. Et du coup, il est capable de se raccrocher à vous, voilà, à votre histoire, à ce que vous savez faire, etc.
Donc là-dessus, bah, ça va être dans un CV, on va essayer de donner une cohérence en fait à son parcours, que ce soit en termes de secteur d'activité, que ce soit en termes de type d'entreprise, en type de poste, même les titres, les intitulés de poste peuvent permettre de donner de la cohérence sur tout ça. Donc voilà, moi j'ai travaillé que dans des grandes entreprises ou des petites entreprises, plutôt à la campagne, plutôt sur Paris, plutôt à tel endroit. Enfin, en fait, tout ce qui va permettre de montrer qu'il y a quelque chose de principal qui ressort. Si on a plein d'expériences qui sont très hétéroclites, c'est beaucoup plus dur de s'y raccrocher. Alors si c'est votre cas, c'est pas grave, hein, il y a d'autres manières de rassurer. Hein. Mais si vous avez les moyens des fois de mettre en avant certaines choses qui mettent en avant un décor dominant, bah, c'est à faire. Je voyais par exemple là récemment, j'accompagnais quelqu'un qui voulait être hôte d'accueil en entreprise. Et il avait travaillé chez Leclerc pendant 3-4 ans. Et du coup, plutôt que de parler de son travail d'encaissement, enfin de caisse qu'on connaît tous, il avait plutôt mis en avant les quelques sessions de formation et les quelques semaines qu'il avait fait au niveau de l'accueil chez Leclerc. Parce que c'est plutôt ça qui. Alors, il avait aussi parlé de son expérience en tant que hôte de caisse, parce que voilà, prenait quand même 3 ans de sa vie, mais il avait orienté plus sur la partie qui intéressait l'entreprise. Voilà. Donc ça permettait, et en faisant un peu pareil sur d'autres expériences, ça dressait un décor dominant, on en revient là-dessus, qui correspondait un petit peu à ce que cherchait l'entreprise, et du coup, qui rassurait aussi beaucoup, évidemment. Alors, le dernier élément sur le héros, c'est le stéréotype. On a évidemment, dans tous les récits, on a des stéréotypes. On a des personnages récurrents. Voilà, on a le good cop, on a le bad cop, on a plein de personnages qu'on voit régulièrement. Et là encore, cette espèce de prévisibilité, ça facilite la compréhension par le recruteur. Ah ouais, lui, c'est le good cop. OK. Ou lui, c'est le mec sympa qui s'occupe bien de son équipe. OK. J'ai un schéma mental et je peux m'y raccrocher. Et, et du coup, la question là qui se pose pour nous en tant que candidats, c'est à quel stéréotype j'appartiens, euh, à partir duquel le recruteur pourrait se raccrocher. Donc, comment je peux disséminer des indices de ce stéréotype dans mon CV. Alors, cette vision, quand je parle un peu de stéréotype, c'est pas quelque chose qu'on aime bien. On n'aime pas être vu comme un stéréotype. Hein, c'est pas très valorisant. On est plutôt dans l'idée qu'on cherche à se distinguer, à être unique. Et d'ailleurs, c'est un conseil qu'on voit souvent dans le monde du CV, c'est ouais, faut se distinguer des autres. Ce qui est vrai. À un moment, il faut savoir se distinguer parce que si on ne se distingue pas, le choix ne se porte pas sur nous. Mais il faut aussi savoir montrer qu'on correspond au candidat type dans l'esprit du recruteur. Donc, c'est un jeu qui est un peu, qui est pas forcément évident. Mais dans l'ordre, c'est plutôt je corresponds à un candidat type, à un stéréotype. Et ensuite, une fois que je suis dans ce pool-là, comment je me distingue? Qu'est-ce qui fait que je suis différent des autres et pourquoi est-ce que j'apporte en plus? Et d'ailleurs, c'est quelque chose que moi j'ai rencontré dans pas mal d'autres études où en fait, quand ils font des testings de CV, ils envoient différents CV qui ont différentes caractéristiques. Et ben, en tant que recruteur, mais c'est un trait très humain en fait. C'est qu'on a tendance à privilégier les gens qui correspondent à notre attente. Voilà. Donc, il y a une étude en 2016 notamment qui s'appelait le conformisme des recruteurs et qui étudiait, alors là, c'était pas forcément c'était plutôt du stéréotype en termes de parcours d'emploi. C'est-à-dire, est-ce que cette personne a enchaîné les CDI ou plutôt les CDD, les contrats courts, les contrats longs et par exemple, dans le monde de la restauration, enchaîner les CDD, c'est pas grave, c'est normal. Mais quelqu'un qui est en CDI, il était moins bien valorisé que quelqu'un qui était en contrat court, par exemple parce que ça ne correspondait pas au stéréotype. Donc voilà, il y a cette idée de stéréotype reste très vrai et ce n'est pas un conseil qu'on entend souvent. Deuxième élément d'un récit, la quête. Voilà, tout récit peut être analysé comme une quête. Le héros veut atteindre quelque chose, il a un objectif et généralement l'histoire c'est le récit de cette quête. Comment il va passer de son état A à son état B, comment il va atteindre son objectif. Alors sur un CV, la quête, ça va prendre la forme en fait d'un espèce de cheminement personnel qui dépasse simplement la recherche d'un poste. Donc idéalement, encore une fois, tout ça c'est idéal et c'est théorique, on va voir comment le faire après, mais c'est le poste que vous visez, c'est un moyen de continuer sa quête ou d'accéder à sa quête, mais c'est pas le but final. Voilà.
Donc, si on peut arriver à distinguer une volonté ou une passion, une force motrice, quelque chose qui vous anime de l'intérieur, enfin, qui anime le héros de l'intérieur, pourquoi vous faites tout ça? Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Et alors, on rejoint un peu on appelle ça parfois le why. Pourquoi le héros fait ça et quelles sont vos motivations intrinsèques? Qu'est-ce qui vous pousse de l'intérieur à faire ces choses-là? Donc, que cette quête soit illustrée dans un CV, on revient encore là sur l'idée de progression. Il y a une progression logique avec le passé, c'est-à-dire que le poste que je cherche aujourd'hui, c'est une progression par rapport au poste d'avant. Ou sinon, on peut avoir une rupture aussi. On peut très bien être en reconversion et se dire, là, j'ai réalisé que en fait, ça ne me convenait pas. Et maintenant, c'est ça qu'il me faut. Mais pareil, cette reconversion, cette rupture doit être expliquée. Quelque part, ça arrive souvent, même dans les récits, on a un personnage qui commence sa vie d'une certaine manière et il a une réalisation d'un coup et il change complètement. Ça, c'est un récit très classique. Mais ça, il faut que ce soit clair. Ça, il faut que ce soit très bien explicité, sinon, on peut avoir du mal à comprendre. Et du coup, si on ne comprend pas, on a un peu peur. Enfin, le recruteur, en tout cas, le lecteur, il va avoir peur, il va se dire, oula, attends, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi il change de métier. Mais si c'est expliqué parce qu'il y a quelque chose il y a un vrai élan dans cette direction, alors c'est très rassurant. Alors la progression, évidemment, c'est hyper important. Le héros se rapproche de son objectif petit à petit. Même s'il n'est pas tout à fait conscient de son objectif, on se rend compte que ça progresse. Donc il y a une progression dans les postes. Il y a des enchaînements logiques d'un poste à l'autre. Alors, c'est une progression hiérarchique, une progression en termes de responsabilité, de technicité. On devient un expert. De zones géographiques qu'on couvre de plus en plus, ou une taille d'équipe qu'on a de plus en plus, ou au contraire de plus en plus petit, si c'est dans votre quête, par exemple. Par exemple, vous étiez au début dans une grosse équipe et puis vous préférez un fonctionnement plus humain, vous avez plus de relationnel, ça s'explique aussi, mais c'est une progression. Et il y a une espèce de petite technique que je trouve rigolote sur un CV qu'on appelle un peu l'effet d'optique, qui consiste à faire en sorte que les expériences les plus récentes, donc celles qui sont en haut, prennent plus de place que les expériences qui sont en dessous. Alors que plus on remonte dans le passé, plus c'est des petites expériences. Et en fait, sous-entendu, c'est un effet un peu subliminal, sous-entendu, maintenant, je fais plus de choses qu'avant, ou j'ai plus de responsabilités, ou je suis plus compétent. Voilà, donc ça fait une espèce de progression harmonieuse, même visuellement. Autre élément de progression, c'est l'évolution du héros et les apprentissages qu'il a eus au fur et à mesure. On apprend des choses dans un métier petit à petit, donc on ne fait pas les mêmes choses au début qu'on faisait maintenant. Et est-ce que ça se matérialise dans un CV, ou est-ce que c'est tout le temps une succession de tout le temps les mêmes choses? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne progresse pas. Et ça, ce n'est pas forcément rassurant pour le recruteur. Alors, il y a des métiers où on fait souvent la même chose, mais très souvent, on peut montrer qu'on a quand même eu des expériences ou des missions qui permettent de montrer une progression. C'est là où le choix de ce qu'on va dire est aussi important. Donc, est-ce qu'il y a une logique sous-jacente à cette progression? Alors, évidemment, autre élément, c'est les indicateurs de réalisation. Donc, c'est des résultats qui matérialisent une progression. Là, dans telle expérience, j'ai fait ça, point barre, et éventuellement avec un chiffre pour encore plus ancrer le résultat. Mais rien que le fait d'avoir un résultat stable, là, voilà, j'ai fait un lancement de produit avec 150 utilisateurs qui s'est bien passé, ça a rapporté tant. Enfin, n'importe quel élément qui acte quelque chose. Et derrière ce résultat, en fait, ça va acter aussi des qualités et des compétences. Parce que voilà, quelqu'un qui a réussi à faire ça, ça veut dire derrière qu'il y a toutes ces qualités, toutes ces compétences qui viennent, qui sont tirées par derrière. En fait. Dernier élément, c'est une stabilisation aussi au fur et à mesure. Alors, c'est possible, hein, potentiellement, ça peut être ça. Ça peut être, au début, ça part un peu dans tous les sens. Et puis, petit à petit, on comprend la logique, plus on progresse. Ce qui est très logique hein, dans une carrière. Au début, on essaye, on a des petits postes, etc. Puis plus on progresse, plus on trouve une direction qui a du sens pour nous. Et donc là, on se rapproche, entre guillemets, d'un but. Dernier élément du récit, c'est la morale. La plupart des récits mettent en œuvre une espèce de morale. Voilà. Alors des fois, c'est très subtil, d'autres fois, des fois, c'est pas du tout subtil. Et alors, dans un CV, on peut essayer de voir la morale comme une espèce de sentiment général qui se dégage du CV. Par exemple, en gros, ça veut dire, est-ce qu'en lisant votre CV, on est capable de croquer, entre guillemets, votre personnalité ou son histoire, ses qualités, ses compétences
d'une manière totalement très rapide et intuitive. Alors, pas seulement à travers ce qu'on raconte, mais aussi à travers de la manière dont le CV lui-même est conçu. Voilà, par exemple, un recruteur va lire un CV et se souvenir de la personne en disant « Ah oui, lui c'est le responsable d'hôtel qui est plutôt sympa et qui sait entraîner et motiver ses équipes. » Ou tiens, ah oui, c'est la DRH qui est très carrée, qui laisse rien passer et qui est hyper bonne en égo. Voilà. Et du coup, là, c'est la personne qui adore les chiffres et qui adore essayer de comprendre où en est son entreprise grâce aux chiffres. Voilà. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on retient au final du candidat. C'est un peu comment on peut appliquer la logique de la morale au CV. Alors, dans un CV, il y a plein de... En fait, tout ça, ça s'articule sur plein de rubriques différentes. C'est ça qui est assez rigolo. C'est que le héros, déjà, on voit son apparence déjà au niveau visuel de la photo. La photo envoie plein d'infos, en fait, en fonction de la manière dont elle est prise, du sourire qu'on a, est-ce qu'on plisse les yeux, la manière dont on est habillé, le décor qu'il y a derrière. Voilà, déjà, en fait, quand on regarde la photo de quelqu'un, on en déduit automatiquement des traits de personnalité. Donc, est-ce que cette photo est en adéquation avec le type de personne que vous voulez représenter? Ça, c'est une question. Si vous avez une présentation, un texte de présentation sur votre CV où vous racontez votre parcours, évidemment, vous pouvez raconter d'où vous venez. Si vous avez fait un changement, une reconversion, par exemple, c'est là où vous allez pouvoir en parler de manière très claire. La mise en page aussi veut souvent dire quelque chose d'intéressant. Enfin, des fois, on peut avoir une présentation qui est assez déstructurée, d'autres fois qui est très logique, très linéaire. On voit des fois qu'il y a des gens qui alignent tout bien comme il faut, d'autres c'est un peu plus, c'est moins grave. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ça veut dire que c'est pas forcément la même personnalité derrière. Évidemment, votre formation, vos expériences, alors tout ce qui est parcours initiatique, là, les épreuves, votre environnement dominant, ça veut dire beaucoup. Donc voilà, si vous avez fait que des grandes écoles, vous correspondez à quelque chose. Photo obligatoire? Non, pas obligatoire. Mais ça donne des indications. Je réagis au chat là, mais ça donne des indications sur vous. Donc à voir si vous voulez l'utiliser ou pas. La ville d'habitation aussi, ça veut dire quelque chose. Voilà, à vous de voir si ça rentre ou pas. Pareil, hein, c'est en cohérence avec votre personnage. Le style rédactionnel aussi a de l'importance, de la manière dont vous rédigez vos expériences. Il y en a certains qui écrivent les expériences en disant je, d'autres c'est plus c'est à la troisième personne, d'autres c'est impersonnel. Voilà, ça veut dire quelque chose. Alors, sur la logique sur la quête, donc l'idée de montrer son objectif. Alors là, c'est vraiment le texte de présentation qui peut en dire beaucoup. Là, on peut dire un petit peu ses motivations profondes, pourquoi je fais ce métier, etc. Évidemment, la lettre de motivation joue là-dedans aussi, mais dans le texte de présentation, si on en utilise un sur son CV, c'est l'occasion de le mettre. Et évidemment, dans les expériences aussi, la manière dont on arrive à lire les expériences, dont on voit la progression, et même leur rédaction, la manière dont elles sont rédigées, on est capable de comprendre ce qui vous importe dans une expérience ou pas. La progression, on la voit dans votre présentation aussi, texte de présentation. C'est là où on peut justifier, pareil, des reconversions ou d'autres éléments. Et évidemment, la progression dans les expériences. Ça, c'est encore une fois l'élément clé. Et la logique un petit peu la morale de l'histoire. Alors là, elle ressort de partout, hein, que ce soit sur la photo, la mise en page, la présentation, les expériences, le style rédactionnel, qu'on comprenne, qu'on se souvienne de vous sur de manière très rapide et intuitive. C'est un peu tous ces éléments-là qui vont jouer pour donner une image de vous. Que retiendra au final le recruteur quand il pensera à vous dans le reste de la période de recrutement. Voilà donc sur la partie purement théorique, on va dire, sur le comment on peut raccrocher les codes du récit aux codes du CV. Alors, vous vous rendez compte, c'est un peu éloigné de ce qu'on a l'habitude d'entendre généralement sur le CV, même s'il y a plein de conseils qui ont énormément de sens. C'est pas forcément évident de trouver tout de suite l'articulation sur comment vous pouvez mettre ça en œuvre. À mon avis, le point de départ, je pense, c'est de penser au personnage principal, donc vous, et les qualités que vous voulez faire transparaître. Et vous pouvez peut-être vous raccrocher pour ça justement à cette idée de stéréotype. Voilà, si vous deviez être un stéréotype dans votre métier, qui seriez-vous? Est-ce que vous seriez le mec sûr de lui qui est capable d'aller au-devant de toutes les épreuves et quoi qu'il arrive, il sera toujours là
face aux épreuves, ou quelqu'un qui est très humain, enfin ça peut aussi être la même chose, hein, mais qui est très humain dans ses approches, qui motive ses équipes ou qui motive ses coéquipiers pour faire des choses, ou quelqu'un qui aime beaucoup les données, qui est le scientifique un peu hyper rigoureux, ou celui qui est très solitaire et qui a des idées de génie. Enfin bref, il y a plein de stéréotypes qu'on peut imaginer. À vous de voir si ça correspond un petit peu au code du métier, parce qu'il ne faut pas non plus se planter, il ne faut pas tomber à côté. Il y avait une étude que j'avais lue sur l'influence du bénévolat et notamment de l'humanitaire dans un CV. Quand je parle de mes expériences, voilà, je sais pas, j'ai fait un peu j'ai travaillé au Resto du Cœur, enfin, j'ai été bénévole au Resto du Cœur, ce genre de choses. Quel est l'impact sur la candidature? Et en gros, d'une manière générale, ça avait un impact plutôt positif, mais pas énorme, mais quand même plutôt positif sur les CV, sauf sur une population qui étaient les développeurs, voilà, les ingénieurs en informatique. Alors, en début de carrière, là, c'était parce qu'en fait, et alors l'interprétation des chercheurs qui voyaient ces résultats, c'était le seul qui correspondait pas sur lequel les résultats étaient négatifs, c'était que le stéréotype qu'on a d'un développeur, c'est quelqu'un qui est plutôt un peu tout seul, qui n'aime pas trop les relations sociales. Et du coup, ça faisait un décalage. Et du coup, ils avaient peur qu'il ne s'intègre pas dans l'esprit d'équipe, etc. Et donc, je trouvais ça assez surprenant moi, quand j'avais lu cette étude. Ah oui, en fait, du coup, c'est très localisé en fonction des métiers, ça peut être localisé en fonction des stéréotypes. Et alors voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut ne jamais parler de son bénévolat si on est un développeur, mais il faut aussi être conscient de ça et donc potentiellement rassurer sur d'autres aspects. C'est aussi ça que ça veut dire. Sur l'aspect, bah ouais, je sais quand même m'intégrer dans une équipe de développeurs. Là, en l'occurrence, c'était ça. Alors, si vous êtes prêts, on va essayer de mettre en œuvre ces pratiques, mais juste sur une petite portion qui est l'expérience professionnelle. Et en fait, pourquoi on aurait pu se concentrer juste sur cet exercice, mais c'est difficile de le faire sans avoir la notion de l'idée, sans avoir parlé du héros, de la progression, de la quête, etc. Parce que tout ça, c'est cohérent, ça va ensemble en fait. Donc là, voilà, j'espère que vous allez trouver des manières d'appliquer ces principes dans votre CV. Et en tout cas, sur l'expérience, on va le faire tout de suite. Alors, je vous explique la logique de l'exercice. Je vais vous le faire sur une personne. Et puis après, vous allez prendre un peu de temps pour le faire vous-même. Alors, vous allez avoir besoin déjà de choisir une expérience. Voilà. Donc, si possible, une expérience récente ou qui est la plus parlante par rapport au poste que vous cherchez aujourd'hui. Et éventuellement même, on va peut-être se raccrocher sur une seule mission de cette expérience. Enfin, vous allez voir. Mais donc, peut-être vous pouvez commencer à cogiter en tâche de fond là, sur l'expérience que vous allez choisir pour faire l'exercice. Alors, je vais vous prendre l'exemple de Robin, qui est une product owner. Donc, c'est un peu un métier de chef de projet, mais dans un contexte de méthode de travail agile. Voilà. Donc, c'est un peu de jargon, juste pour comprendre. Donc là, voilà les compétences un petit peu de Robin. Donc ça, c'est son CV initial, les compétences qu'elle avait listées. Donc, elle fait de la gestion de projet, elle connaît plusieurs méthodes de gestion de projet. Elle est capable de mettre en œuvre des processus qualité, déploiement continu, de rédiger des spécifications fonctionnelles, bon, de gérer des budgets, de faire de la planification, en management, management d'équipes techniques, bonne compréhension des problématiques techniques, elle fait de la formation, de l'accompagnement, du recrutement technique, et elle fait de la conception. Voilà. Et sur une expérience, elle avait rédigé ça. Alors, définition et maintenance du backlog produit. Donc ça, c'est la liste des fonctionnalités d'un produit. Organisation de réunions de conception avec les designers, organisation de sessions de test avec les utilisateurs, etc. etc. Donc là, en fait, cette manière de rédiger un CV, elle est très courante, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Donc, quand on liste des compétences, voilà, quand on veut en lister, des fois on n'a pas la place, mais si on a un peu de place, on peut le faire. Et quand on rédige une expérience, on rédige ce qu'on a fait, les tâches ou les activités qu'on a fait pendant notre boulot. Il y a des manières plus efficaces de rédiger ça. Et vous allez voir comment. Donc, ça consiste en gros à décortiquer les missions qu'on a faites au sein de l'expérience en 4 petits éléments qui constituent une histoire. Donc, ces 4 éléments, c'est quoi? Alors, ça commence par un contexte de départ. Là, on est sur où j'en suis au début
Et très souvent, en fait, ce contexte, il est relié, en tout cas dans le milieu professionnel, à des difficultés, des obstacles qu'on rencontre. C'est-à-dire que le contexte initial, le point de départ, il n'est pas totalement satisfaisant et donc il y a des problèmes. Et en fait, ensuite, le héros, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des choses, il fait des actions pour surmonter ces obstacles-là et pour changer de contexte. On parle d'un contexte initial qui était moyen, il va essayer d'arriver à un contexte final qui est mieux. Voilà. Et au final, on a des résultats, on obtient des résultats. Donc, en fait, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de réfléchir à une de vos missions dans une expérience plutôt récente, ou ça peut être une synthèse de l'ensemble de votre expérience, hein, à vous de voir un peu la granularité que vous souhaitez mettre, en notant ces différents éléments. Donc, contexte de départ, obstacles rencontrés, action pour surmonter les obstacles, résultats obtenus. Donc là, on va faire. L'idée, c'est pas de rédiger en pensant au CV. Là, on va vraiment écrire au kilomètre. On va vraiment prendre les 10 minutes pour écrire tout ça dans le détail. Enfin, vous allez le faire. Et après, dans un second temps, on va prendre le temps de synthétiser ça pour que ça rentre sur un CV, parce que ça va être beaucoup trop long. Donc, je vous montre juste l'exemple de Robin sur son boulot. Voilà, on peut essayer de reconstituer. Alors, j'espère que c'est assez gros. Je ne suis pas sûr que ce soit assez gros pour vous. Si vous avez un petit écran, peut-être que ce ne sera pas très visible. Si on décortique l'histoire, alors là, j'ai fusionné le contexte et les difficultés, parce que les deux étaient ensemble. En fait, elle est arrivée dans le contexte de départ était déjà compliqué. Donc, vous pouvez faire la même chose si c'est cohérent pour vous. Mais quand elle a été embauchée, donc il y avait une équipe technique qui était démotivée. Alors, elle, son boulot, c'est chef de projet, hein, donc elle travaille avec eux. L'équipe technique est démotivée. Il y a une dette technique qui s'est accumulée depuis des années, c'est-à-dire que le produit marche pas bien et il y a et ça veut dire que voilà, il y a des problèmes qui se sont accumulés depuis longtemps, donc c'est très décourageant. Il y a des leaders techniques qui ont jeté l'éponge, donc qui ont démissionné. Il y a des fonctionnalités qui sont développées, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi. Et en plus, ça ne donne pas de résultats commerciaux et ce n'est pas utilisé. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont découragés. Il y a beaucoup de bugs qui traînent sur le site ou l'application. Et il y a une augmentation du churn client. Alors, c'est un terme technique, c'est juste, en gros, ça veut dire que les clients s'en vont. Ils arrêtent d'utiliser le produit, ils achètent un autre produit, en gros. Et donc, elle arrive dans ce contexte-là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour améliorer la situation? Voilà, elle fait un diagnostic avec les développeurs, fait des réunions, elle anime des discussions, puis après, elle modélise ça sur des schémas pour essayer de comprendre d'où viennent tel et tel problème. Elle met en place un programme de résolution de dette technique. Donc, elle est allée voir la direction. Elle leur a dit, bon, ça ne va pas du tout. Il faut qu'on se verrouille 3 mois juste à faire de la résolution de dette technique et éventuellement les bugs des clients, mais on ne sort plus rien de nouveau tant que ça, ce n'est pas fait. En tout cas, une partie. Après, elle a organisé des ateliers avec les clients, elle a fait des réunions, elle a fait notamment se rencontrer les développeurs et les clients. Et donc, selon plusieurs types de formats différents, des tests utilisateurs ou des design sprints, ce qu'on appelle un peu dans le jargon du métier, enfin, c'est des formats de travail. Et en fait, et du coup, les conséquences du total, le résultat final, c'est que les équipes techniques, ils ont compris plein de problématiques de leurs clients. Ils ont vu leur outil utilisé par les clients, et ce qui fait que quand leurs clients avaient des bugs, et eux-mêmes, l'équipe technique, ils étaient derrière l'écran avec les clients pour se rendre compte du bug et à quel point c'était impactant dans leur métier. Donc, du coup, toutes les frustrations que ça pouvait causer. Donc, ça les a motivés. En gros, juste, je sais que je vais aider Michel quand je vais travailler sur ce bug-là. Donc, en fait, c'est juste une motivation très humaine. Donc, ça a permis de développer une culture centrée utilisateur qui facilite derrière la compréhension des problèmes par les développeurs. Donc, dès qu'il faut faire un truc nouveau, ils comprennent pourquoi. Ça a du sens. Voilà, ça a augmenté aussi la fidélisation client, c'est-à-dire que vu qu'ils ont pu sortir plus de fonctionnalités, résoudre des bugs, les clients ont arrêté de partir aussi vite. En tout cas, ça a remonté. Il y a eu une baisse du turnover, c'est-à-dire que les développeurs démissionnaient moins, il y avait moins de départs de développeurs suite à son passage. Et au final, ce que ça donne en résumé, donc là, on a vraiment la première partie de l'exercice et on rédige tout. Et au final, on peut réassembler ces différents éléments selon les besoins de l'entreprise qu'on vise. C'est-à-dire que l'entreprise qu'on vise, elle va peut-être vouloir des choses différentes. Donc, si elle veut peu de la fidélisation client, forcément, on va mettre celle-ci en avant. Et là, on pourrait dire beaucoup plus de choses, mais en gros, elle a rédigé ça comme ça.
Augmentation de la fidélisation client après des mois de baisse, grâce à une remotivation des équipes, une forte baisse des bugs et le développement d'une culture interne orientée utilisateur. Donc là, on a repris l'élément résultat, on l'a écrit au début, et les actions qu'elle a faites, on les a mis après. Et en plus, au passage, on a chiffré l'augmentation de la fidélisation, parce que du coup, c'est un marqueur, voilà, on voit de quoi on parle, c'est pas 3%, quoi, c'est 35%. Deuxième élément, augmentation de la cadence de livraison. Alors, ça ne ressort pas dans la partie à gauche, hein, mais en fait, le travail était déjà fait. Augmentation de la cadence de livraison de 8 à 2 semaines sans stress supplémentaire pour les équipes, grâce à des nouveaux processus de priorisation et un processus de qualité solide. Voilà. Donc là, on voit le résultat. À chaque fois, c'était la forme qu'elle a choisie, c'était formulation du résultat grâce à des actions. Donc, on voit que on n'a pas tout repris à chaque fois, évidemment, hein, mais souvent, il faut mettre le résultat parce que c'est vraiment là où ça matérialise ce que vous avez fait. Et à la fin, baisse du turnover de l'équipe technique de 30% annuel à 10% grâce à des meilleures conditions de travail technique, résolution de dettes, processus de qualité et le rapprochement des équipes techniques avec les clients finaux. Et au final, quand on a une expérience qui est rédigée comme ça, on imagine beaucoup plus la personne en action dans son travail. Là, je sais que moi, si j'embauche Robin aujourd'hui, je vois ce qu'elle est capable de faire concrètement. Là où, quand on revenait sur son ancienne expérience, je reviens dessus là, hop, bah, je voyais quelqu'un capable de faire des choses, d'animer des réunions, de gratter du papier, d'écrire des recommandations, donc pourquoi pas. Mais au final, j'ai quand même beaucoup plus envie d'embaucher cette personne-là. Alors, c'est la même personne. Parce que je sais que si je l'intègre dans mon entreprise, elle va être capable d'avoir ce même genre d'attitude. Tandis que dans l'autre, c'est juste ce que font tous les autres product owners. Ils font des réunions, ils rédigent des spécifications, etc. Donc, il n'y a rien qui la distingue. Donc, c'est là où on voit qu'on peut quand même être dans un stéréotype, parce que là, on est dans le stéréotype du chef du product owner, mais on est aussi dans comment on se distingue par mes réalisations très personnelles, en fait, au final. Et on voit qu'il y a une approche humaine, qu'elle est proche de la technique, qu'elle sait négocier, que c'est chiffré. Donc, on a plein d'éléments en fait ici de personnalité qui ressortent sans qu'elle ait besoin de les dire. Voilà, là, on voit qu'elle a une orientation technique, mais qu'elle a une vision business, qu'elle est très proche des besoins clients. Et tout ça, ça ne ressortait pas de ce qu'elle avait dit avant. Et ça aurait assez peu d'impact si elle disait, dans ses compétences, proche des équipes techniques. Si elle disait juste ça dans ses compétences, on serait là, ouais, ok, qu'est-ce que ça veut dire là, on se rend compte parce qu'elle nous a raconté une histoire où elle était en scène. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire l'exercice? Donc, l'exercice, ça va être ça. Vous allez ouvrir un petit fichier texte et choisir une tâche ou une mission que vous avez effectuée dans une expérience et raconter ces trois parties. Quel était le contexte ou les difficultés à surmonter? Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer la situation? Et puis, quelle était la situation à l'arrivée? Donc là, l'idée est vraiment écrire au kilomètre. On prend autant de place que nécessaire pour rédiger. Après, on fera la synthèse pour que ça rentre sur un CV. Ah oui, un producteur n'est pas le chef de projet, il est le relais entre le Scrum Master et les clients. Oui, j'aurais pas dit ça comme ça non plus, mais on pourra en débattre, Olivier, si tu veux. Est-ce que vous avez des questions sur l'exercice en lui-même? Alors, vous pouvez soit lever la main, soit prendre la parole en direct. Ok, eh ben, écoutez, je vous propose, allez, 7 minutes. Il est 47 à 54. On reprend ensemble pour la suite. Il n'y a plus grand-chose après. Hop, après, il y a la synthèse. Tac. Et si vous avez une question, alors moi, je vais couper ma caméra, je vais couper mon micro, mais je serai toujours là. Si vous avez une question entre-temps, posez-la. Voilà. Il y a peut-être des questions dans le chat. Ah, le slide précédent, oui, j'essaye de revenir dessus. Celui-là, c'est ça, hein, ouais. Allez, je vous laisse. On se revoit à 54. Alors, oui. Pour la question, alors, Saad, vas-y, hein, j'écoute. Tu peux prendre le micro ou poser dans le chat. Qu'est-ce que voit le recruteur en premier?
Qu'est-ce qu'il voit? Ah, dans le processus de recrutement ou quand il y a un CV? Généralement, c'est la lettre de motivation. Alors, déjà, ça dépend de ses outils. Souvent, c'est quand même le mail de motivation. Mais s'il est sur un outil qui lui suggère le CV en premier, ça va être le CV. Mais souvent, c'est quand même le mail. Jérémy? Oui, Oui, tu m'entends? Laurence. J'ai une question, mais là, c'est pour une mission. Est-ce que si, par exemple, on a plusieurs expériences professionnelles, il faut le faire dans chaque expérience? Alors, oui, l'idée après, ça va être ça, ouais, effectivement. Chaque expérience sera Oui, mais le formulée de CV, cette du coup, il a manière. fait 3 pages, quoi. C'est pour ça qu'on voit la synthèse après, en fait. Oui, Là, effectivement, là, on rédige au kilomètre et après, on va tout compresser. d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui a une question hors sujet? Est-ce que s'il y a des personnes qui ont des questions qui sont dans le sujet, je vais les prendre avant et après, je prendrai les questions hors sujet. Alors, vas-y, Ajar, je t'écoute ou en chat si tu préfères, pour la question hors sujet. Ah. Alors, moi, j'attends peut-être. Et quelqu'un a levé la main, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. C'était Olivier. Oui, c'est Olivier. Oui. Bonjour, merci pour Bonjour. ces explications. Merci pour ces explications super claires, ça m'aide beaucoup. Alors Cool. en fait, ce que je voudrais voir avec vous, ça rentre dans le cadre de l'exercice qu'on a, qui consiste à donner le contexte, les difficultés surmontées, qu'est-ce qu'on a fait. Et moi, j'ai mon CV là. Alors le but, c'est pas de passer en revue le CV, de le corriger, parce que c'est pas le lieu, on est d'accord, hein. Oui. Euh, Et puis ça va être trop bien. parce que sinon, tout le monde va le faire et là, ça va durer 10 heures. Je voudrais juste savoir, dans une partie de mon parcours, de mon CV, j'ai justement repris cette méthodologie que vous avez expliquée. Est-ce que c'est possible que je puisse de l'intégrer dans le cadre de l'exercice? On avait dit Ah bah, bien sûr, si vous pensez que vous l'avez déjà fait, carrément. voilà, et que je puisse justement, parce que je pense que ça correspond à peu près à ce qu'on a dit, c'est-à-dire le contexte, les difficultés surmontées. Je pense que ça va Ah bah très voir bien. si Je je peux. demanderai après si quelqu'un veut se porter volontaire. Donc si tu peux te porter volontaire Ah pour zut, montrer. j'aurais pas dû dire ça alors. Non, je En plus, il sera plaisantais. déjà intégré. Je plaisantais, bien sûr. Mais pas de Avec souci, plaisir. ouais, bien sûr. N'hésite pas à le faire sur un autre si tu veux, Avec mais plaisir, là, non, il n'y a pas de souci. je tutoie, désolé, faut pas hésiter à me tutoyer aussi, pardon. Désolé. Je tutoie aussi, je suis plutôt anglophile, donc il n'y a pas de souci, je peux tutoyer avec plaisir. D'accord, Sauf qu'en ça France, on marche. est un petit peu embêté avec ça. Ok, mais pas de souci alors, avec Merci plaisir. Olivier. Alors, Adjar demande, en tant que personne débutante, comment peut-on négocier le salaire? La même chose que tout le monde, il faut prouver la valeur en premier. Euh, C'est-à-dire, il faut donner envie à l'autre d'être recruté et après, tu seras en position de négocier le salaire. Euh, C'est-à-dire, c'est toujours ce qu'on dit, il faut démontrer la valeur, donc comprendre les besoins de l'entreprise. C'est un peu le schéma que je montrais au tout début. Donc, je t'invite à venir à l'atelier que je fais dans 15 jours. Je donnerai les dates juste après. Voilà, le phase psychologique, c'est est-ce que la personne en face a compris mes besoins? Est-ce qu'elle y répond? Est-ce que je suis convaincu que ces arguments sont les bons? Quels sont les risques associés avec le fait de recruter cette personne? Et en dernière étape, c'est combien ça coûte? Si je suis passé par toutes ces étapes avant, j'ai beaucoup plus de manœuvres de négociation. Voilà. Est-ce que les jobs étudiants qu'on a pu faire à côté de nos études ont un impact pour une candidature pour un poste en CDI? C'est possible, tout à fait. Ça dépend un peu. Plus ça s'éloigne du poste visé, moins c'est pertinent. Après, il y a sûrement ce qu'on appelle les compétences transférables dans des jobs étudiants qui peuvent. Enfin, il y a peut-être des choses que vous avez fait dans votre job étudiant qui sont utiles pour démontrer des compétences ou des qualités qui sont utiles dans le job que vous cherchez en CDI. Donc, ça peut avoir du sens. Ça, des fois, faut voir dans le détail, en fait. Là. J'espère que. Il faudrait passer plus de temps, mais voilà, d'un point de vue général, c'est ça l'idée. Alors, il nous reste 2 minutes. J'espère que c'est pour terminer la rédaction d'une expérience. J'espère que vous avez pas assez de temps.
faudrait que je raccourcisse un peu le début. Je pense que c'est un peu long. Alors, bonne question. Est-ce que pour toutes les missions qu'on a faites, il faut raconter une histoire? Alors, déjà, on n'est pas obligé. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre CV. Raconter sous forme d'histoire, généralement, ça prend plus de place. C'est vrai. Mais ce qui est important, c'est de sélectionner uniquement ce qui est pertinent. C'est-à-dire que, alors ça, c'est encore une fois, j'en reparle, hein, du coup, je ne fais que de la pub pour cet atelier, mais je le refais dans 2 semaines. C'est comment faire un CV qui correspond aux besoins des entreprises. On a tous une vie professionnelle en fait qui est très très riche. Si on doit la détailler, ça prend 20 pages ou 10. Mais même quand on est étudiant, on pourrait en mettre des tartines. Donc du coup, ce qu'il faut faire pour cela, c'est de sélectionner que les missions. Enfin, d'une manière générale, il y a certaines missions, c'est bien de les mentionner, même si elles ne rentrent pas, mais de sélectionner les missions qui correspondent à ce que cherche l'entreprise, en fait. Et donc, c'est ce qu'on voit dans ce fameux atelier là que je refais dans 15 jours, c'est comment on identifie les besoins de l'entreprise et comment on extrait dans son propre parcours ce qui répond. Voilà. J'espère que c'est clair. Dites-moi si c'est pas clair. Ok, il est 54. Alors, est-ce que certaines personnes veulent se... Est-ce que vous avez eu un peu le temps déjà pour les rédiger? Est-ce que certaines bonjour personnes... Jérémy, c'est bon. C'est bon? J'ai pu lister un petit peu. Vu le temps, je n'ai pas tout fait, mais voilà, j'ai trouvé quelques exemples. Alors, c'est qui parle? Je ne vois pas le... C'est Muriel. Muriel, d'accord. Ah oui, ok, super. Et alors, est-ce que tu veux partager ton écran pour nous montrer un peu le... Oui. Alors, je vais essayer de... Je vois si le partage est possible. Comment je vais faire? Ah, il y a un bouton vert, normalement, partage d'écran. Écran Il y a le partage. bouton vert avec une flèche qui pointe vers le haut. Voilà. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Oui. Voilà, forcément, c'est de ma faute. Tac. Et en fait, voilà, il faut aller C'est sur bon. le petit bouclier. Voilà, c'est ça. Vous Okay. pouvez le faire. Alors, là, c'est bon. Et Muriel, il faut que tu choisisses ton document. Et puis, ah ben voilà. Voilà, c'est bon. Ok. Très bien. Vous voyez? Je vois, ouais. Hop. Oui, okay. Oui. Donc moi, je suis arrivée il y a 2 ans sur une entreprise qui avait plus de responsables RH. Elle était partie. Ah. Voilà. Donc, voilà. Et vous êtes responsable RH aussi? Je suis RRH. Ah, oui. RH, donc, okay. j'ai repris le poste, en fait. Très bien. Depuis combien de temps? Il y avait plus de 2 ans sans RRH? Ah non, elle était partie 3 mois avant. Ah d'accord, ok. Pardon. Voilà. Et ils avaient du mal à trouver quelqu'un qui correspondait au profil. Du coup, ils sont restés 3 mois sans RH quand même. D'accord. Voilà. Donc, je suis arrivée dans un contexte... Alors, on va peut-être pas... On a eu le temps de lire, en fait, j'ai l'impression. D'accord, ok, super. Voilà, parce que du coup, ça prend plus de temps si on veut le lire en détail. Juste une question sur le contexte. Du coup, il y avait du mécontentement par rapport à ça ou c'était... Ouais, complètement. Ok, bah faut le mettre. Ouais. Ou mécontentement, démotivation, je sais pas, climat social tendu. Enfin, à vous de voir ce qui était vrai ou voilà. Mais plus on renforce un peu la difficulté du contexte, plus on peut valoriser son action derrière. Voilà. Donc là, il y a eu... et puis après, dans les actions que vous avez faites, il y a... Ouais, ok, c'est cool. Parce que là, on voit de la négociation avec le DG. Tac, tac, tac. Formation non payante, très bien. Bah voilà, super. Bon, bah ça, c'est une mission, très clair. Ça a été un bon... c'est un bon exemple. Après, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de pouvoir... Je ne sais pas si c'est possible, mais de chiffrer... Ouais, par exemple, l'équipe, ça représente combien de personnes? Juste ce genre de choses. Pour cette équipe-là, c'était 25 personnes. Okay. C'est pas mal. Plus c'est gros, généralement, mieux c'est. Plus le chiffre est élevé, plus c'est impressionnant, donc on a envie de le valoriser. Ok, très bien. Bon, bah super, ça c'est un bon exemple. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir en passer d'autres. Ce que je vous propose... Du coup, dans la situation, parce que... sur les situations, elle ne va pas être compréhensible en fait pour le recruteur et je pense que ça va être le cas de beaucoup d'entre nous. Alors, la situation, c'est-à-dire?
bah, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la conséquence de tout ça? Si je le mets sur mon CV, on ne va pas comprendre l'origine Ah, bah voilà, de la bon, bah, on y finalité. arrive. Ben, en fait, Ouais. ce qu'il faut derrière, c'est justement c'est la partie résumé, synthèse d'une mission. Donc, vous allez reprendre ces différents éléments et en fait, il y a deux manières de le faire. Moi, je préconise plutôt de montrer les résultats en premier. Parce que généralement c'est ça qu'on va avoir tendance à lire en premier en tant que lecteur, donc en tant que recruteur, et c'est ça qui est le plus valorisant. Et après, les comment on a fait, éventuellement avec un petit élément de contexte qui montre que c'est compliqué. Mm. Voilà. Mais donc là, il y a juste un travail de reformulation, essayer de resynthétiser tout ça pour que ce soit le plus clair possible. Donc dans ton cas, ça a été sur le télétravail. Je vous propose de prendre les 4 minutes là pour rédiger une petite synthèse et puis on va revenir sur ton exemple et peut-être celui d'Olivier du coup, qui proposait tout à l'heure. Est-ce que ça va un peu sur la synthèse? Je vais peut-être un peu vite dessus, mais là l'idée c'est juste Ouais. Je vois pas trop comment on peut arriver à faire en sorte que la personne sache tout de suite pourquoi on a fait ça et comment. Enfin, pourquoi on met on va ça sur essayer. le CV, pas autre chose. On Hein. va essayer. Ah, pourquoi ce choix de mission? Oui, ou pourquoi, oui. Pourquoi on met ça? Parce que si, moi, sur mon CV, là, j'ai mis mise en place du télétravail, par exemple. Oui. On ne sait pas pourquoi je l'ai mis en. Ah oui, Enfin, oui. Actuellement, voilà. c'est ça que vous avez, oui. Oui. Ouais. Bah, parce que, bah oui, il faut l'expliquer ça, effectivement, il faut qu'on comprenne. Dans un CV, Mais c'est un peu juste dur de mise en tout place du expliquer. télétravail, c'est pas aussi évident que il y avait un contexte social. Enfin, je dis ça, j'en sais rien en fait, mais ça faisait des années qu'ils le demandaient. Il n'y avait pas d'argent, il y avait pas d'argent, pas de moyens aussi, si j'ai bien compris, puisque vous avez trouvé des. Pour d'autres choses, oui. Mais Ouais, ça, on ne peut pas et tout pas mettre là-dessus. dans un CV, quoi. Sinon, ça fait une lettre de motivation au final. Bah, ça prend plus de place. Mais c'est aussi ça, si on veut que les gens comprennent et du coup rentrent dans l'histoire, faut prendre le temps de leur expliquer. Donc, il faut sélectionner aussi ce qu'on raconte. Mm. On ne peut pas tout dire. C'est le problème des réalisateurs qui veulent faire des films qui durent 5 heures. Eh oui, mais bon, là, on ne va pas le regarder jusqu'au bout. Alors, sachant que sur la longueur du CV, hein, c'est pas, on peut très bien faire des CV de 2 pages. Il n'y a pas vraiment de souci par rapport à ça. Hein. Donc, ce qui est important, c'est le contenu. Hein. Mm. Donc, et qu'on puisse rentrer dedans. Donc, s'il y a des pavés de 10 lignes, là, c'est sûr, on ne va pas le lire. Mais si c'est plutôt aéré, plutôt bien équilibré, il n'y a pas de différence de résultat entre des CV d'une page ou de 2 pages. Les deux sont assez. D'accord. Ça marche bien. Quoi. Je vous laisse rédiger encore 2-3 minutes. Ok. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Mais... Je ne vois pas non plus comment faire une synthèse. Ouais, c'est peut-être un peu. Ça dépend peut-être des exemples. Hein. Peut-être que des fois, il faut essayer sur d'autres. Synthèse, pour moi, tel que je l'ai fait en tout cas ici, c'est résultat grâce à. En gros, on peut essayer de se dire que c'est formulé comme ça. Et alors, je prends l'exemple de mise en place du télétravail. C'est intéressant parce que c'est une chose, mais qu'est-ce que ça a permis derrière aussi, la mise en place du télétravail? Parce que c'est une chose, mais ça a des conséquences aussi. Donc, remotivation des équipes, enfin, je ne sais pas si c'est ça, mais ils sont plus détendus, enfin, voilà, je ne sais pas, à vous de dire. Mais des fois, l'action qu'on a faite, ce n'est pas forcément le résultat. Là, je prends l'exemple de Robin, là, la fidélisation client, ce n'est pas elle qui allait fidéliser les clients, mais c'est son travail a été partie prenante, enfin, a été nécessaire pour améliorer la fidélisation des clients. Il y a d'autres, elle est complètement l'amélioration de la cadence, c'était un résultat direct de ce qu'elle a fait. Et encore, elle n'a pas dit accélérer la cadence. Elle a mis en place des choses qui ont permis d'accélérer les cadences. Donc c'est toujours ça un peu qui est difficile de mesurer et de voir. C'est OK, j'ai fait des actions. Des fois, l'action suffit à elle-même, c'est-à-dire j'ai fait une action qui se suffit à elle-même, mais des fois les conséquences sont encore plus intéressantes.
là, Robin, là, dans son exemple, on aurait pu aussi chiffrer en termes de chiffre d'affaires. Voilà, fidélisation de clients, plus 35%, on connaît le panier moyen, on est capable de savoir combien ça rapporte à l'entreprise. Exactement. Productivité, satisfaction, voilà. Et alors, on peut trouver des chiffres, effectivement, c'est toujours mieux. Alors, si on a des chiffres, c'est l'idéal. Mais des fois, on peut aussi juste le dire, l'affirmer. Si on comprend pourquoi cette affirmation a du sens, par exemple, sur la motivation des équipes, c'est dur d'avoir des chiffres, à moins que vous ayez des mesures internes. Mais là, je ne sais plus, dans son CV, à un moment, on mettait ça, meilleure implication des équipes. Comment tu mesures l'implication des équipes? En fait, elle aura une petite histoire à raconter en entretien. Baisse de l'absentéisme, c'est une bonne idée. Très bonne idée. Mais par exemple, l'implication des équipes, c'est aussi le genre de choses. Je sais pas, il y a plus de gens qui restaient tard le soir. Enfin, c'est le genre de petite observation, même si c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est une petite observation qui voilà, ça donne un indice sur si c'est sûr, tout le monde l'a ressenti dans l'équipe, quoi. On était tous beaucoup plus impliqués. Et si quelqu'un le raconte avec sincérité, ça se sent tout de suite. Ça, c'est plus quelque chose qu'on va pouvoir raconter en entretien. Dans le cadre d'un poste à dimension managériale, le storytelling avec le jeu, oui, tout à fait, c'est possible. Il faut être vigilant à ça, tu as raison. Est-ce que le storytelling avec le jeu ne risque-t-il pas de nuire à la considération de l'équipe? Oui, et du coup, ça peut être très contre-productif parce que dans ce cas-là, on te voit comme quelqu'un d'individuel qui pense qu'à lui, alors qu'il est censé se mettre en avant son équipe. Donc, le fait que tu poses cette question montre que tu as une vision managériale d'un certain type. Donc, tu as un certain stéréotype managérial. Et c'est intéressant. Et ça se lit tout de suite dans un CV, ça, justement. Tu diras pas je, tu diras l'équipe, tu diras tout ça. Du coup, est-ce que quelqu'un veut nous présenter sa synthèse? On dépasse un petit peu là, je suis désolé s'il y en a qui avaient des impératifs. Je le renverrai en replay du coup au pire. Je peux le faire si tu veux, Jérémy, je peux le faire. Vas-y. Si tu veux. Alors, je sais pas si je peux partager mon écran. Normalement, c'est autorisé. Ah non, il y a écrit vous ne pouvez pas. Faut que j'arrête mon enregistrement, mon partage. Ouais. Tac. Non, c'est pas ça. C'est que vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran pendant qu'une autre participant partage. Il faudrait que Muriel, c'est bon. D'accord. Alors, je vais essayer de le faire. Ouh là là, ça va être. Je vais essayer de le faire. Parce que là, en fait, je le fais à partir d'un smartphone, donc ça va être compliqué. Voilà, c'est ça. Alors, attends, je vais essayer de le faire. Je vais aller directement sur ce que j'ai. Ça arrive. Hein. Je vais voir si j'y arrive. Voilà, ça y est. Normalement. Alors, je pense que vous devriez avoir mon parcours en ligne sur l'écran. Non, c'est tout petit. Ouais. C'est bon. Là, c'est un peu mieux. Alors, effectivement, là, je suis Scrum Master. Hein, d'où mon. D'accord, ça marche. Voilà, d'où mon discours de tout à l'heure. Alors, par contre, je voudrais aller sur ce qui correspond à peu près à ce que tu disais. C'est ici, il y a écrit problème coordinator. Donc, j'ai précisé que le contexte, je crois que c'est ce que tu voulais. J'ai mis le groupe Louis Dreyfus, voilà, est fondé, spécialisé dans les matières. Bon, voilà. Donc, ça, c'est le contexte. Okay. Et la page suivante, je précise, le contexte, voilà. LDC ne disposait pas d'un processus ITIL. Alors, ITIL, je pense que pour toi, Jérémy, ça doit vouloir dire quelque chose. Pour d'autres, c'est un petit peu compliqué. Et donc, je précise, concernant la gestion des problèmes, la mission consistait, donc ma mission, à mettre en place ce module. Et je précise que LDC est une société de trading. Donc, il y a les différents aspects que j'ai mis en avant. Et résultat obtenu, on peut le voir ici, diminution du backlog, puisque c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, après seulement 5 mois de mise en place. La question, c'est est-ce qu'on peut rajouter encore d'autres éléments ou il faut être un peu plus succinct? Moi, je pense qu'il faut être plus succinct. Elle est longue, la tienne, là. Oui, tout à fait. Après, tout dépend, encore une fois, du poste que tu vises et tout ça. Donc, il faudrait voir aussi, avec ce CV, c'est quoi ton objectif pour quel type de poste. Voilà. Donc, il y a peut-être des éléments, des actions, par exemple, que tu as. Voilà, le CV est long. Ouais. Tout à fait, il est long.
Oui. des actions que tu as faites qui sont moins importantes pour le poste que tu vises, donc autant pas les mentionner. Oui. Alors, ce que tu pourrais voir, c'est… alors, il y a plusieurs trucs. Effectivement, je pense qu'on peut synthétiser beaucoup plus. Oui, ah ben, je suis Là, on est dans le mode rédigé du début, en fait. Donc, Voilà. Et peut-être que tu as différents résultats que tu peux valoriser de différentes manières. Je ne sais pas, tu as un résultat, tu as diminution du backlog, anticipation des incidents. Alors peut-être que c'est lié, mais tu peux aussi des fois séparer. Par exemple, là, tu fais une relation de cause à effet entre la diminution du backlog et l'anticipation et la récurrence des incidents. Donc, C'est ça. mais tu peux aussi en faire deux résultats différents aussi, c'est possible, parce que c'est deux Oui. choses qui… Voilà. Oui. Et tu peux me demander aussi si tu peux pas… Donc tu pourrais dire diminution du backlog. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre en quoi c'était un problème, d'accord? Donc, il faudra peut-être expliciter ça aussi. Qu'est-ce que D'accord. cette longueur de backlog posait comme problème? Ah oui, bien sûr, c'est un problème, voilà. Oui, tout à fait, oui. C'est un problème, tout à fait, oui. Donc, quel problème ça posait? Voilà, je ne sais pas trop, du coup, c'est peut-être différent. Bah, il y avait trop de reste à faire. Tu as parlé de dette technique. Ouais. Mais il y avait trop. Là, c'est pas de la dette technique. Hein. Là, c'est trop. Il y avait trop d'activités à faire. Donc, réduire ces activités pour pouvoir se concentrer sur d'autres sujets. Donc, Mais du coup, la diminution, elle s'est faite comment? Par quelle action? Alors, là, je l'ai pas mis. Effectivement, il faut okay. que je mette. Ouais. Bah, pas forcément. En fait, ça dépend. Tout dépend du but. Que, tu vois, si tu veux insister justement sur comment tu as diminué le backlog parce que c'est pertinent pour le poste que tu vises, tu sens qu'ils sont très techniques sur ce genre de sujet ou que c'est un sujet chez eux, chez la boîte que tu vises, bah, tu vas en parler et tu vas dire justement, tu vas donner le délai, tu vas essayer de donner un indicateur de baisse, je sais pas, 35%, on est passé de 150 stories à 12, enfin, Ouais. peut-être pas, mais enfin, voilà, ce genre de choses. Et grâce à pop. Et là, ça fait un résultat. Et après, tu peux faire une autre mission, en fait, ou un autre résultat. Comment vous avez anticipé les incidents et qu'est-ce que ça a amené? Parce qu'anticiper des incidents, ça permet qu'ils n'existent pas. Donc, ça permet satisfaction client, enfin, délivrabilité, voilà, toutes ces choses-là qui peuvent se mesurer et que tu peux mettre en résultat, du coup. D'accord, ça je vais. Ok, d'accord. Donc l'idée est bonne, il faut juste. Ouais, je pense qu'il faut un peu compresser. À mon avis, tu peux compresser et je pense que d'une manière générale, mais on essaye d'avoir 5-6 bullet points maxi et qui ont une longueur maximale de 3-4 lignes, je dirais. D'accord. Du coup, ça c'est un élément à peu près lisible. Enfin, on arrive à rentrer dedans quoi, en tant que lecteur. Au-delà, faut retrousser les manches et y aller. Quoi. Ouais, c'est ce que je disais. Mais l'esprit est là. Ouais. Merci pour la correction, Eva. Merci beaucoup, Eva, pour la correction. Alors, j'ai pas compris la question. Il faut noter les titres comme contexte. Non, je pense pas qu'il faut. Non, il faut pas les noter les titres comme contexte résultat. Ça peut se faire en une phrase. Je vais repartager. Ok. J'arrête là. J'arrête. Ouais. Ok, d'accord. C'est bon. J'ai pu l'arrêter pour toi. Ok, c'est bon. Je remonte juste mon écran là sur la formulation. Vous voyez là, je parle pas de contexte. Je mets directement. Imaginez, ça c'est 3 bullet points sur le CV. Hein. Augmentation de la fidélisation client après des mois de baisse. Donc là, après des mois de baisse, c'est ça mon contexte. Il est mentionné en 2 secondes. Grâce à une remotivation des équipes, une forte baisse des bugs. J'aurais pu chiffrer la baisse des bugs aussi. C'est toujours moins chiffré. Et le développement d'une culture interne orientée utilisateur. Voilà pour l'exercice. Alors, je suis désolé, je suis un peu en mode cavalcade. Les questions, je pense qu'on a vu pas mal en cours de route. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que c'est possible d'avoir le PowerPoint par mail? Alors, je vous enverrai un replay, si ça vous va. Oui. Ça me va. Ça me va. Ouais, c'est vrai que le PowerPoint, c'est mieux. Ok, je ferai un effort. Allez. Il n'y a pas il n'y a pas trop d'animation dedans, donc c'est possible, parce que des fois en PDF, ça ne marche pas très bien. Mais c'est vrai que le PowerPoint, c'est pas mal, ça évite de prendre des notes. Enfin, ça évite de prendre des notes. Voilà, on les a tout le temps, quoi. Ouais. Alors après, j'ai dit beaucoup de texte par rapport aux images, mais oui. J'espère que vous saurez refaire le film et j'enverrai le replay aussi au passage. Merci. Et du coup, juste pour les prochains ateliers, alors évidemment, si vous pouvez en parler autour de vous, nous c'est cool, on est content. Et les prochains ateliers, donc alors avant on les faisait le mardi, mais du coup je vais les passer le jeudi maintenant les ateliers. Le prochain c'est le jeudi 11. Est-ce que c'est possible de le mettre dans la conversation, Jérémy, s'il te plaît, le prochain avec le lien? Comme ça, lien, je vais vous le mettre. Tac. Dans la conversation, comme ça, moi, je m'inscris tout de suite. Tac. Alors, attendez.
Tac. Tout le monde. Voilà. Alors là, je vous mets un lien vers pour réserver. Ça y est, je l'ai. Alors, prochain atelier, c'est 7 mythes sur le CV qu'il vaut mieux oublier, parce qu'il y a plein d'idées un peu préconçues qu'on entend à droite à gauche. Voilà, il faut faire des CV écrits pour les robots, ou il faut que le CV tienne sur une page ou deux pages, on entend les deux. Donc, voilà, il y a des petits trucs qui, des fois, peuvent complètement nous bloquer dans la rédaction du CV. Donc ça, j'en parle jeudi. Je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais ceux-là me semblent pas mal, les 7 que je vais évoquer. Faire un CV adapté aux besoins des entreprises, c'est ce dont je parlais, j'ai parlé à plusieurs reprises. Ça, je pense que c'est un des premiers éléments pour faire son CV, à bien comprendre ça. Et le 25, ce sera, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le principe du mastermind. L'idée, c'est de se réunir avec 3 ou 4 maxi autres personnes chaque semaine, en petits groupes, et pour faire un état d'avancée d'un sujet. Donc là, en l'occurrence, c'est la recherche d'emploi, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Et l'idée, c'est de dire, tiens, la semaine dernière, voilà ce que j'ai fait. Voilà les sujets sur lesquels je galère. Et voilà les sujets sur lesquels j'ai réussi, ça me donne la patate. Et cette semaine, voilà ce que je compte faire. Voilà, c'est juste la petite réunion du lundi pour se motiver et partir et s'entraider les uns les autres, parce que des fois, on voit que l'autre, il galère un peu tout le temps sur les mêmes sujets, donc on peut lui filer des petits conseils. Donc, je présenterai un petit peu ce format, qu'est-ce que c'est que ce mastermind, et puis après, ce sera l'occasion de constituer des petits groupes pour ceux que ça intéresse, évidemment. Voilà, je pense que moi, je le fais à titre. Je suis pas en recherche d'emploi, mais je le fais à titre professionnel et c'est super intéressant en fait. Ça permet d'avoir des sparring partners un petit peu dans le travail, quoi. Et c'est pas forcément avec des collègues, on peut le faire avec d'autres personnes qui sont dans d'autres entreprises, c'est bien aussi. Donc je pense que même on n'est pas obligé d'être dans le même métier, dans le même. Les regards croisés sont hyper intéressants là-dessus. Voilà, donc je présenterai ceci à ce moment-là. Bon, nous avons pris 1h10 pour cette petite présentation. J'espère que ça allait pour vous, si vous avez appris des choses. Je vous renvoie tout ça par email. Je pense que je vous l'enverrai demain ou après-demain, le temps d'uploader la vidéo quand même. Comme ça, vous aurez tout disponible d'un coup, par un seul mail. Voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Ça vous va? Super, merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.